La clé pour atteindre vos buts. Lorsque vous vous fixez un but, vous vous engagez à respecter le principe de l'amélioration perpétuelle, que j'appelle CANI. Vous reconnaissez que tous les humains éprouvent le besoin de toujours s'améliorer. Il y a une force qui découle des tensions de l'insatisfaction, des tensions du malaise temporaire. C'est le genre de souffrance que vous voulez éprouver, le genre de souffrance que vous pouvez transformer en un instant en acte positif. On appelle ce genre de tension eustress, par opposition à détresse. Le stress peut être une force de motivation positive qui vous pousse à toujours améliorer la qualité de votre vie, tant pour vous que pour toutes les personnes que vous avez le privilège de côtoyer. Réfléchissez à cela et utilisez cette force pour vous propulser vers de nouveaux horizons. De nombreuses personnes essaient d'éviter les tensions. Cela est malheureux, car l'absence de tension engendre un sentiment d'ennui et rend la vie bien terne. Ne ressentons-nous pas des tensions lorsque nous nous laissons gagner par l'enthousiasme? Mais ces tensions sont stimulantes et non paralysantes. Il y a une énorme différence entre être stressé et être maître du stress. Utilisez le stress, pour vous mettre sur la voie de ce que vous souhaitez suivre. Il peut s'opérer en vous une transformation extraordinaire. En apprenant à exploiter les tensions et à vous en faire des alliés, vous vous doterez d'outils précieux pour vivre pleinement votre vie. De toute façon, il ne faut pas oublier que nous sommes auteurs de notre propre stress. Alors, fabriquons-le intelligemment. L'une des façons les plus simples de changer vos tensions en alliés consiste à faire connaître à ceux que vous respectez les buts que vous vous êtes engagés à atteindre. En déclarant publiquement que vous ferez tout ce qu'il faut pour réaliser vos désirs les plus profonds, il vous sera plus difficile de vous en écarter si la frustration devenait trop grande ou les défis trop nombreux. Lorsque vous serez fatigué ou si le doute vous envahit et que vous aurez l'impression que rien ne va plus, le rappel de votre déclaration et l'appui de vos amis, qui vous tiendront en plus haute estime, vous donnera le courage de continuer. Vous constaterez que cela vous aidera à persévérer, même si la route est parfois très chaotique. Ne pas atteindre un but peut signifier atteindre vos véritables buts. Il y a quelques années, un de mes amis m'avait parlé de son rêve de posséder un jour une île paradisiaque aux Fidji. De nombreuses personnes m'avaient aussi parlé d'un rêve de ce genre et, en principe, l'idée me plaisait beaucoup. Je suis un homme à l'esprit pratique car, pour moi, l'achat d'une île aux Fidji est simplement une occasion de placement que je justifie par le fait que s'il devait y avoir un cataclysme quelconque, ce serait un excellent endroit où ma famille pourrait fuir. J'ai donc inclus dans mon emploi du temps un voyage d'affaires et d'agrément, puis j'ai pris les dispositions nécessaires pour visiter avec ma femme Becky quelques villas dans ces îles pour déterminer s'il s'agissait d'un placement intéressant. Il nous a fallu 2 jours pour nous détendre et adopter un rythme de vie moins effréné. Rien cependant ne nous empêchait d'atteindre nos buts, c'est-à-dire d'acheter un terrain dans une île. Comme nous avions pour mission de trouver un placement intéressant, nous avons loué un avion pour explorer les îles les plus éloignées dans l'espoir de faire une affaire d'or. Nous avons eu une journée assez mouvementée. Nous avons atterri à divers endroits, y compris au Lagon Bleu, où le film du même nom a été tourné, avant de nous arrêter sur une petite plage isolée d'une île du nord de l'archipel. Nous avons loué la seule voiture disponible et nous avons longé pendant 3 heures une route de terre bordée de magnifiques cocotiers. Enfin, au milieu de nulle part, nous avons aperçu sur le côté de la route une petite fille aux cheveux étrangement roux. Becky et moi étions ravis et avons immédiatement voulu la prendre en photo. Pour ne pas l'offenser, cependant, nous nous sommes mis à la recherche de ses parents pour obtenir leur permission. Alors que nous recherchions l'endroit où elle habitait, nous avons vu un tout petit village au bord de la mer. Lorsque nous nous sommes approchés, plusieurs villageois nous ont vus et un homme de grande taille s'est dirigé vers nous en courant. Il nous a salués, un grand sourire aux lèvres, non pas dans une langue autochtone, mais dans un excellent anglais. D'une voix triomphante, il nous a annoncé qu'il s'appelait Joe, puis nous a invités à se joindre à lui pour boire du kava. En entrant dans le village, nous avons été accueillis par des sourires et des rires intarissables. On m'a invité à entrer dans une immense hutte où se trouvaient déjà 30 Fidjiens pour participer à une cérémonie de kava pendant que Becky restait à l'extérieur avec les femmes, comme le voulait la coutume. L'enthousiasme de ces gens m'a stupéfié. Leur gaieté débridée était extraordinaire. À l'intérieur de la hutte, les hommes avaient de larges sourires et semblaient ravis d'avoir un visiteur. Ils m'ont accueilli avec des boula boula boula, ce qui veut dire à peu près « Bienvenue, soyez heureux, vous avez notre amour ».
Les hommes avaient fait tremper pendant plusieurs heures une sorte de racine poivrée, appelée yangona, pour obtenir une boisson non alcoolisée, plutôt trouble, qu'ils appelaient kava. Ils remuaient fièrement le liquide qu'ils servaient avec une grande louche. Ils m'ont invité à en boire et se sont mis à rire et à plaisanter dès que j'eus porté à mes lèvres la coquille de noix de coco qu'ils m'avaient tendue. La boisson goûtait l'eau boueuse. Après quelques instants passés en compagnie de ces gens, j'ai éprouvé un sentiment de paix que je n'avais jamais connu. Leur plaisir et leur gaieté m'émerveillaient, et je leur ai demandé « À votre avis, quel est le but de la vie ?» Ils m'ont regardé comme si je venais de faire une plaisanterie cosmique et m'ont répondu presque à l'unisson. « Être heureux, bien sûr, qu'y a-t-il d'autre ?» Je leur ai dit qu'ils avaient raison, que tout le monde avait l'air tellement heureux aux Fidji. Un homme a ajouté « Oui, je crois qu'ici, aux Fidji, nous sommes les gens les plus heureux du monde, même si je ne suis jamais allé ailleurs. » Ce qui a déclenché une autre ronde d'éclats de rire. Ensuite, ils ont décidé d'enfreindre leurs propres règles et d'inviter Becky à se joindre à nous. Nos hôtes sont allés chercher leur guitare et leur mandoline et la seule lampe à kérosène qu'il y avait dans le village. Tous les habitants étaient là, et hommes, femmes et enfants se sont mis à chanter. Cette soirée a été pour nous l'une des expériences les plus émouvantes de notre vie. Ce qui était extraordinaire chez ces gens, c'est qu'ils ne nous demandaient rien, mais voulaient uniquement partager le bonheur et la joie qu'ils éprouvaient. Plusieurs heures plus tard, après d'émouvants adieux, nous avons quitté le village avec un sentiment de paix et de sérénité. Nous nous sentions renouvelés. À la tombée de la nuit, nous nous sommes arrêtés dans un complexe hôtelier absolument merveilleux, le cœur plein de gratitude devant tant de beauté. Nous étions dans un décor de rêve, dans l'intimité d'un joli petit bungalow, entouré d'une végétation luxuriante et de cocotiers qui se détachaient au clair de la lune. Nous écoutions le doux roulement des vagues. Nous avions passé une journée splendide et sentions que notre vie s'était enrichie au contact des gens de ce petit village. Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas atteint notre but de la journée, mais qu'en cherchant à l'atteindre, nous avions trouvé beaucoup plus. Un cadeau absolument inestimable. Nous allons aux Fidji 3 ou 4 fois par année depuis 6 ans. Nous pensions atteindre notre but et faire un placement extraordinaire dès notre première visite, mais il a fallu revenir environ 20 fois avant d'acheter quelque chose. Non comme placement, mais pour pouvoir partager la beauté des Fidji avec nos amis. Il y a 2 ans, au lieu d'opter pour un terrain, nous avions décidé d'acheter Namal, le magnifique complexe hôtelier où nous nous étions arrêtés lors de notre premier voyage. Nous voulions posséder cet immense domaine, avec ses 5 km de plage, pour le rendre encore plus merveilleux et y accueillir des amis et d'autres gens extraordinaires. Posséder Namal me procure le même bonheur que diriger des séminaires, où je vois les gens développer leur capacité de jouir de la vie. Lorsqu'ils arrivent à Namal, la même chose se produit, mais je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je reste là à observer ces gens de toute origine, des nouveaux mariés aux couples retraités et aux PDG stressés par le rythme effréné du monde des affaires, se détendre et redevenir des enfants. L'air heureux, ils se baignent, jouent au volley-ball avec les Fidjiens, font de l'équitation sur la plage et participent aux cérémonies de kava. J'adore lire l'émerveillement dans leurs regards lorsqu'ils découvrent un monde nouveau au fond de la mer ou qu'ils assistent à un coucher de soleil plus merveilleux qu'un rêve. J'adore voir leur sourire qui reflète le lien spirituel qui les unit aux Fidjiens en sortant de l'église du village le dimanche matin. Lorsque j'avais ce but de trouver un placement intéressant, jamais je n'aurais pensé que je trouverais plutôt un lieu qui nous rappellerait ce qui compte le plus dans la vie. Vous fixer des buts n'est pas la seule chose qui compte. La qualité de votre vie jusqu'à la réalisation de ces buts compte aussi. Vivez vos rêves. Beaucoup de gens passent leur vie à reporter à plus tard leur joie et leur bonheur. Pour ces personnes, établir des buts signifie qu'un jour, lorsqu'ils auront réalisé quelque chose, ils pourront se mettre à profiter pleinement de la vie. En réalité, si nous nous décidons d'être heureux dès maintenant, nous accomplissons automatiquement beaucoup plus de choses. Bien que nous soyons dirigés et motivés par les buts, nous devons chercher à vivre chaque jour pleinement et profiter de toute joie en chaque instant. Au lieu de mesurer vos réussites et vos échecs en fonction de buts personnels précis, dites-vous que la direction que nous prenons a beaucoup plus de valeur que les résultats individuels. Lorsque nous persévérons dans la bonne direction, nous n'obtenons pas toujours les résultats escomptés, mais bien davantage. Je crois que la vie du regretté Michael Landon est un excellent exemple non seulement de la façon dont un avenir prometteur peut transformer quelqu'un, mais aussi de la façon dont une personne peut atteindre un autre objectif bien plus important lorsqu'elle n'aboutit pas au but qu'elle s'était fixé. Pourquoi les gens aimaient-ils autant Michael Landon ? Il personnifiait les valeurs culturelles les plus nobles.
Il avait le sens de la famille et des responsabilités, de l'intégrité et du courage dans l'adversité, et témoignait beaucoup d'amour à ses semblables. L'homme qui a égayé tant de vies est devenu un héros culturel par une voie indirecte. Il a grandi dans un environnement physique et émotionnel assez difficile. Ses parents se disputaient constamment, car son père était juif et détestait les catholiques, tandis que sa mère était catholique et antisémite. Cette dernière faisait souvent des tentatives de suicide théâtrales et suivait son fils Michael qui se rendait chez ses amis. Où elle descendait d'un taxi, elle le battait avec un cintre. Au cours de son adolescence, en plus d'incontinence, Michael était affligé des tics faciaux et émettait des sons incontrôlables. Il était maigre et la peur le tenaillait constamment. Cela ne ressemble pas beaucoup au patriarche sûr de lui de la famille Ingalls dans la série télévisée La petite maison dans la prairie. Qu'est-ce qui a changé sa vie? Un jour, lorsqu'il était au secondaire 4 au Québec, le professeur de gymnastique emmena toute la classe sur le terrain de football pour faire une séance de tir au javelot. Michael allait vivre une expérience qui changerait pour toujours la perception qu'il avait de lui-même. Lorsque son tour arriva de lancer le javelot, il s'approcha avec la même peur et le même manque d'assurance qu'il avait toujours ressenti à l'égard de tout. Ce jour-là, cependant, le miracle se produisit. Michael lança le javelot qui atterrit 10 mètres plus loin que la meilleure distance déjà enregistrée. Dès cet instant, il était convaincu d'avoir un avenir. Comme il allait le dire plus tard dans une entrevue pour le magazine Life, ce jour-là, j'ai découvert une chose que je pouvais faire mieux que n'importe qui, une chose à laquelle je pouvais me raccrocher. Et je m'y suis accroché. J'ai supplié le professeur de me prêter le javelot pour l'été. Il a accepté et j'ai passé toutes les vacances à le lancer encore et encore. Michael s'est trouvé un avenir prometteur. Il s'était mis à travailler avec un acharnement féroce et avait obtenu des résultats absolument formidables. À la fin des vacances, son corps avait déjà commencé à se transformer. Au cours de l'année scolaire, il s'est mis à développer la partie supérieure de son corps. En arrivant en secondaire 5 au Québec, il avait déjà battu le record américain de tir au javelot pour tous les jeunes de son âge, ce qui lui valut l'obtention d'une bourse à l'Université de la Californie du Sud. Pour reprendre ses mots, la souris s'était changée en lion. N'était-ce pas là une merveilleuse métaphore? L'histoire ne s'arrête pas là. La force de Michael lui venait en partie d'une croyance qu'il avait développée en regardant un film sur Samson et Dalila. Il croyait que s'il se laissait pousser les cheveux, sa force augmenterait. Et cela marcha, du moins jusqu'à ce qu'il passe son baccalauréat. Malheureusement, sa croyance allait être mise à rude épreuve à son arrivée à l'université. Pendant les années 1950, la mode était alors aux cheveux coupés très courts. Quelques athlètes de l'université jugèrent bon de le jeter à terre pour lui couper ses boucles. Même s'il pouvait faire la part des choses sur le plan intellectuel, il sentait que sa force l'avait quitté. Et c'était justement le cas. Il lançait le javelot 10 mètres moins loin qu'auparavant. En se poussant pour revenir à ses performances d'alors, il se blessa et dut abandonner le sport pour une année. Le département d'athlétisme de l'université lui fit tant de difficultés qu'il fut contraint d'abandonner ses études. Pour subvenir à ses besoins, il dut travailler comme manutentionnaire dans une usine. Son rêve semblait s'être envolé. Comment pourrait-il jamais devenir champion international en athlétisme? Heureusement, il se fit remarquer un jour par un impresario d'Hollywood qui lui proposa de passer une audition pour le film Bonanza, qui allait être le premier western en couleur à être mis sur les écrans de télévision. La carrière de Michael comme acteur, producteur et directeur était lancée. C'est parce qu'il n'avait pas atteint son premier but qu'il avait trouvé son avenir. Le fait d'avoir poursuivi ses buts originaux et d'avoir persévéré dans la même direction avait façonné son physique et son caractère, les deux éléments nécessaires pour le préparer à son véritable but dans la vie. Parfois, il faut croire que nos déceptions peuvent véritablement être des chances déguisées. La clé pour atteindre vos buts. Cela veut dire que si vous poursuivez un but et que vous rencontrez d'abord l'échec et la frustration, vous devriez passer à autre chose? Non, bien sûr, personne n'a jamais atteint un but en ne faisant que s'y intéresser. Il faut prendre le ferme engagement de l'atteindre. En fait, en étudiant l'origine du succès chez les gens, j'ai découvert que la persévérance dépasse même le talent comme moyen d'améliorer et de raffiner la qualité de notre vie. Malheureusement, la plupart des gens abandonnent la partie à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Je crois que la vie met constamment à l'épreuve notre volonté de nous engager, et les plus grandes récompenses qu'elle apporte sont réservées à ceux qui sont fermement décidés à persévérer jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Ce genre de détermination peut déplacer des montagnes, mais elle doit pour cela être constante et conséquente. Si simpliste que cela puisse paraître,
C'est encore le dénominateur commun qui distingue ceux qui vivent leurs rêves de ceux qui vivent avec des regrets. Je suis l'élève de ceux qui ont appris à prendre l'invisible et à le rendre visible. C'est pourquoi je respecte les poètes, les écrivains, les acteurs et les promoteurs, c'est-à-dire les gens qui ont une idée et lui donnent vie. L'un des plus grands modèles de créativité, de croissance personnelle et de succès est, selon moi, Peter Guber, président du conseil d'administration et PDG de Sony Entertainment Inc., qui s'appelait autrefois Columbia Pictures. À l'âge de 48 ans, Peter est devenu l'une des personnalités les plus puissantes et les plus respectées de l'industrie du cinéma. Lui et son associé, Jon Peters, ont recueilli ensemble plus de 52 nominations aux Oscars. Parmi ses réalisations, on compte Midnight Express, Portée disparue, Rain Man et Batman. En 1989, la société en participation, Guber Peters Entertainment Company, a été rachetée par la société Sony pour la somme de 200 millions de dollars, ce qui a permis aux deux associés de prendre en charge l'empire Columbia Pictures. Comment quelqu'un de cet âge peut-il connaître tant de succès dans une industrie où la compétition est si grande? Cela s'explique grâce à une vision et à une persévérance inébranlables. Un jour, j'ai eu le bonheur de recevoir un appel de lui et d'apprendre qu'il était un fervent admirateur de mon programme sur la bande vidéo intitulée Personal Power. Il m'a indiqué que tous les matins, il faisait ses exercices de conditionnement en écoutant ma bande enregistrée, ce qui lui permettait de garder simultanément son corps et son esprit en bonne santé. Il voulait me remercier parce qu'il estimait n'avoir jamais fait de meilleur achat et n'avoir jamais entendu un enregistrement aussi impressionnant. Grâce à cette conversation, j'ai eu la chance de rencontrer Peter et de devenir son ami. J'ai découvert que l'un des éléments clés de son succès extraordinaire est sa capacité de persévérer une fois qu'il s'est engagé à atteindre un but. Avec Jon Peters, il a acheté les droits pour produire Batman en 1979. Mais ce n'est qu'en 1988 qu'il a pu commencer la production. Entre-temps, presque tout le monde avait essayé d'anéantir le film. Les dirigeants du studio avaient dit qu'il n'y avait pas de marché pour ce film et que les seuls qui le verraient seraient les enfants et les passionnés de bande dessinée, qui ont été outrés lorsque Michael Keaton a été choisi pour le rôle de Batman. Malgré les déceptions et les frustrations incessantes et les risques considérables, l'équipe Guber Peters a fait de Batman l'un des plus grands succès cinématographiques de tous les temps. Et ce film a rapporté plus d'argent au cours du week-end qui a suivi sa sortie que n'importe quel autre film. On estime que les recettes du film et de tous les produits auxiliaires s'élèvent à plus d'1 milliard de dollars. Un autre exemple qui illustre bien la persévérance de Guber est le film Rain Man. Ce film n'aurait même jamais dû exister. En cours de réalisation, le scénario a été remanié par 5 personnes et 3 directeurs ont démissionné de ce projet, y compris Steven Spielberg. Certains voulaient que Guber modifie le scénario et ajoute de l'action, des meurtres et quelques scènes érotiques. Ils soutenaient que personne ne regarderait un film qui ne montre que 2 hommes assis dans une voiture, voyageant d'un bout à l'autre du pays. Et ce, surtout si l'un d'eux est un attardé. Mais Peter comprend le pouvoir des émotions. Il choisit toujours de produire des films qui touchent notre côté spirituel. Il sait ce qui émeut l'âme. C'est pourquoi il n'a pas cédé et qu'il a dit à tout le monde que Rain Man était un film sur une relation entre 2 frères qui apprenaient à se connaître, que c'était là toute l'action de ce film et qu'il remporterait un Oscar. Les meilleurs cerveaux, y compris Steven Spielberg, ont essayé de dissuader Peter, mais il s'est montré imperturbable. En 1988, le film a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur directeur et du meilleur scénario. La persévérance rapporte. Guber croit qu'il recommence ainsi à chaque nouveau film et qu'à Hollywood, on ne vaut que son dernier film. Est-ce que cela fait peur? Bien sûr, mais il me dit qu'il exploite sa peur et le stress extérieur, de sorte qu'il ne l'y paralyse pas, mais le propulse vers son but. Il arrive très souvent que les gens n'essaient même pas d'atteindre un but parce qu'ils ont peur d'échouer. Ou, pire encore, ils poursuivent un but mais abandonnent trop tôt. Ils sont peut-être sur la bonne voie, mais ils n'ont pas la patience d'un lapidaire. Parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats instantanés, ils abandonnent beaucoup trop tôt. S'il y a une qualité que j'ai observée chez les champions, chez les personnes qui ont réalisé leurs rêves les plus chers, c'est la persévérance. S'il le faut, ces personnes changeront leur manière d'aborder les choses, mais elles ne laisseront jamais tomber leur vision.